Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Depuis 2014, Women Safe and Children agit au quotidien pour les femmes et les enfants victimes de violences. Situé à Saint-Germain-en-Laye, l'Institut s'appuie sur une équipe spécialisée en psychotraumatologie, des infirmières, des médecins, des psychologues, en victimologie avec des avocats et des juristes, et des partenaires engagés. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Frédérique Marthe, cofondatrice et directrice générale de l'Institut. Vous avez raison de parler du temps dans les violences, mais là, c'est dans une situation où on n'est encore pas dans la judiciarisation. D'accord. Donc, effectivement, on peut enrayer quelque chose qui n'a pas pris encore une forme judiciaire, parce que c'est le choix de la victime que de ne pas vouloir entrer dans une phase de judiciarisation. Oui, on a l'impression d'être plus en amont et de plus désamorcer en fait la notion de culpabilité de la victime. Donc on va travailler évidemment dans cet aspect psy sur la notion de culpabilité et puis aussi de lui faire comprendre la mécanique dans laquelle elle est répétitive, etc. Quand vous êtes dans des phases de judiciarisation où la femme vient déjà avec un avocat, etc., là on ne va pas gagner vraiment en temps, on va gagner en qualité. Pourquoi ? Parce que la temporalité de la justice, on ne pourra jamais la réduire. Elle est parquet dépendant, elle est justice dépendante, et on a beau crier au scandale quand on sait qu'une personne est dans un danger imminent, évidemment, on le signale. Donc là, on prend des outils, j'ai failli dire thérapeutiques, tellement c'est thérapeutique pour nous aussi. C'est qu'on a des outils qui aujourd'hui nous permettent de nous saisir la justice. Nous, aujourd'hui, on a pour un partenaire très fort dans notre proximité, c'est une convention avec le parquet qui nous permet de saisir le parquet directement parce qu'on estime qu'il y a une situation de dangerosité imminente, parce qu'on apprend que monsieur a des armes, on apprend que l'enfant, il ne sort plus de sa chambre, il est déscolarisé. Là, on a une histoire, mais qui est dramatique, où on sent qu'on vient de nous décrire en fait un système, un écosystème, enfin une famille entière impactée par l'inceste, avec une fille qui aujourd'hui rejette sa mère, mais on pense que c'est la fille du père. D'accord. Donc vous voyez la difficulté de casser quelque chose, et là on agit, on va dire, avec toute notre énergie, parce qu'on sait que confronté à de l'ignorance, et c'est pas péjoratif, non. L'ignorance, c'est ne pas avoir une vision globale de la situation. Ça peut devenir de l'ignorance. C'est-à-dire qu'on a une vision par son métier, son prisme, et on n'y pressent pas les autres choses. D'où nos réunions très nombreuses, qu'on appelle réunions de synthèse avec les partenaires, où on prend une situation et on discute. Et là, on voit bien que s'imbrique, même dans un même service, par exemple, d'un partenaire, le collègue d'à côté n'avait pas l'information, mais ces réunions de synthèse génèrent en fait une meilleure connaissance de la situation. D'accord. Et à peu près, vous savez combien de femmes vous suivez actuellement Alors là, depuis 2014, on a reçu plus de 5000 femmes. D'accord. Aujourd'hui, en file active, on doit être à... Alors, on a par année à peu près 700 nouvelles prises en charge. 700 nouvelles prises en charge. Ces 700 nouvelles prises en charge vont être dans un temps, à 1 an à peu près, plus notre file active. D'accord. Donc vous voyez à peu près que c'est une file active qui est assez importante, qui peut aller donc d'une prise en charge à au minimum 10 prises en charge en colloque singulier, donc en individuel, vont se transformer en collectif. Vous avez vu tout à l'heure l'aperçu de ce collectif thérapeutique que j'appelle tout à fait, qui est une journée solidaire de mise en beauté. Pour nous, c'est carrément dans le parcours thérapeutique. Il n'y a pas une action chez nous qui n'a pas une visée thérapeutique. Oui, bien sûr. Donc le collectif, pour les femmes, c'est par exemple des séances de karaté, mais pas du karaté par le combat, c'est apprendre effectivement à reprendre confiance en soi, etc. Pour les enfants, en période scolaire, là, on s'est dit, voilà, c'est typiquement les enfants dans ces conflits-là qui n'auront rien à faire, donc on les embarque vers des activités d'acrobranche. On a dans la thérapie des enfants, de la prise en charge des enfants, l'équithérapie, qui est formidable dans la relation évidemment de l'enfant avec l'animal. On connaît les enjeux, les bienfaits. On va faire un marrainage sur une mère enfant dans le cadre de la plongée. C'est un club de plongée qui nous a proposé effectivement de marrainer. Donc je trouve que c'est un challenge incroyable. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'enfant,
et c'est un sujet qui est prégnant, à un moment donné, l'enfant, il n'est pas dans la même temporalité qu'un adulte. Et il va se retrouver dans une défiance à un moment donné de l'adulte avec lequel il vit au quotidien, en l'occurrence la mère, parce que la justice ne lui donnera pas les bonnes réponses. Et je voudrais vraiment revenir sur la pluridisciplinarité de la prise en charge des enfants, parce qu'il y a un sens. Mais pourquoi je parle du marrainage, de la plongée ? Parce que je pense que cette reprise, ce défi commun, il va avoir quelque chose d'extraordinaire dans cette relation, on va dire, parentale, qui est nécessaire dans la reprise en confiance, parce qu'ils ont soulevé ou levé le challenge tous les deux. Concernant la prise en charge des enfants, puisque je vous ai fait le lien avec le juridique, pour nous était confié en dehors des enfants de maman que nous recevons, et j'ai expliqué un peu la mécanique qui nous permettait de recevoir les enfants, nous avons un autre adressage, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est des enfants placés, une institution en face de nous, et puis on embarque ces enfants. L'aide sociale à l'enfance nous prenait comme un dispositif de prise en charge psychologique. Et nous, on leur a dit, c'est pas possible. Vous n'allez pas casser notre mécanique pluridisciplinaire, parce qu'un enfant chez qui on percevra un problème de santé, il ira voir le médecin. Un juriste, il y va parce que l'enfant ne comprend pas ce que c'est qu'une ordonnance de protection, parce qu'il pense que c'est un docteur qui a fait une ordonnance, il a besoin de connaître ses droits et de comprendre qu'il peut poser toutes les questions dans son monde à lui, comment il interprète les choses. Et le juriste reçoit l'enfant et il l'écoute dans toutes les questions qu'ils peuvent se poser. Quand on parle de l'aide sociale à l'enfance, ou voire peut-être des mamans, des enfants qui nous sont confiés, il y a tellement d'étapes juridiques dans leur vie que la moitié du temps, ils sont dans une passivité qui les rend... je ne sais pas, il y a des fois on les trouve dans des agacements, dans des énervements, parce qu'ils sont dans une incompréhension totale du mécanisme de la justice. Et là, on est vraiment très très centré. On fait aussi du psychocorporel pour les enfants, parce que vous savez bien que le toucher ou la sensibilité d'un enfant, surtout quand il est placé, est complètement rompu. Donc nous, on le remet dans son monde d'enfant chez nous. Vraiment, c'est notre enjeu. Et on fait des choses d'enfants, pour les enfants. Alors, c'est des enfants... on va dire jusqu'à 18 ans, donc pour évidemment les adolescents, on fait d'autres choses avec eux, mais on recrée ce monde dans lequel ils ont été sortis de manière extrêmement violente. D'accord. Et pour cela, donc, vous avez différents partenaires, vous arrivez à avoir des partenaires qui vous proposent des activités comme la plongée, comme l'équithérapie, enfin, vous avez tout un ensemble de partenaires autour de ce projet. Le fait qu'une société réagisse effectivement pour une cause qui est malheureusement devenue extrêmement visible, nous, on a la chance d'avoir des partenaires qui se rapprochent de nous en disant voilà, c'est totalement gratuit, on veut mettre à votre service, et c'est le cas de la plongée, on veut mettre à votre service notre club de plongée. Je pense que c'est juste, ça nous fait du bien aussi. C'est peut-être une prise de bonne conscience, mais on s'en fout. Quelque part, on a juste envie d'atteindre un objectif parce qu'on y voit aussi cette thérapie. Là, s'ouvre un challenge, c'est faire financer tout ça parce que c'est gratuit. Tout est gratuit pour les personnes qui nous font confiance. On a ouvert effectivement un partenariat. En tout cas, on a présenté un projet à un partenaire qui dit, voilà, présentez-moi votre activité et je vais voir si l'activité telle que vous me la décrivez, elle correspond à mon envie de m'engager. Et en fait, on fait financer des activités ou voire des achats de livres, des choses comme ça, ponctuellement, par des partenaires qui comprennent l'enjeu et qui évitent que ça impacte sur la réserve de moyens que nous avons pour prendre en charge les victimes. Donc toutes les activités périphériques, évidemment on en a besoin. On demande beaucoup et très souvent un soutien financier. Pourquoi ? Parce que dans ma mission, on va dire, de fondatrice, j'ai des salaires à payer, j'ai des psychologues à payer, j'ai des juristes, des vacations de juristes à payer. Donc j'ai de la vacation, j'ai du métier derrière. On ne peut pas dire qu'elles font tout gratuitement, parce que c'est des gens qui œuvrent dans leur temps dans la semaine. Par exemple, les psychologues, elles viennent 1 à 2 permanences par semaine, et après elles ont une activité dans le libéral. Donc c'est normal que les gens puissent être payés. Oui. Et ça, donc, en termes de financement ou de modèle économique,
Le modèle économique aujourd'hui, il est très simple. Bon, l'objectif, c'était de réunir les moyens pour payer effectivement des acteurs qui vont œuvrer auprès des femmes et faire perdurer la gratuité. Parce que ça, c'est vraiment... C'est l'objectif premier. C'est mon objectif premier, c'est je ne veux pas qu'une victime puisse aujourd'hui dire devoir payer. C'est insupportable pour moi, parce qu'on sait très bien que le système pénalise trop souvent les victimes. Elles n'ont jamais d'obligation de soins alors qu'elles sont traumatisées, mais l'auteur, on cherche à le soigner et en plus il est remboursé par la sécurité sociale. C'est assez insupportable d'entendre ça, donc on a inversé, ou on n'a pas inversé, on a fait en sorte que la femme accède à tout ça. Les bailleurs, les financeurs sont en partie publics, en partie privés. D'accord. On va dire que on est à 60, malheureusement, la partie privée. Je dis malheureusement parce que je trouve que l'État se désengage un peu, même si on entend des grands chiffres, mais il y a une problématique effectivement de moyens publics, parce que je pense que l'État compte beaucoup sur le privé aujourd'hui pour faire financer des actions de santé publique sur lesquelles des associations se positionnent, et l'État voit bien que les entreprises privées prennent le lead sur des financements d'actions. Et ça, je trouve que c'est un peu difficile à... Après, ça vous permet aussi peut-être d'avoir une certaine autonomie aussi, de ne pas dépendre complètement des fonds publics. Je suis super d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que les associations doivent se tourner vers le privé parce qu'il y a un souci. Je pense que le privé, les financeurs privés sont plus bienveillants. Alors, la bienveillance, elle s'exprime sous quelle forme ? Quand vous êtes soutenu à un moment donné par un bailleur privé, à un moment donné, ce bailleur, il a envie de faire connaissance de votre vie d'association. Oui. Donc il va être assez présent à dire tiens, est-ce que je peux vous accompagner, est-ce que je peux voir, etc. Ça, c'est un bonheur total. Oui, ce qu'on voyait pas avant. Hein. Non, c'est le bailleur public, il n'est jamais chez vous, il vous donne et vous devez en plus justifier au centime près, etc. Oui. Quand un bailleur privé voit l'action, il comprend assez rapidement la problématique, on va dire clairement, de l'administratif, cette justification. Oui, je vois qu'ils dépensent de l'argent pour les actions qu'ils nous ont promis, en plus je les vois, je les vis, donc ça c'est vachement important. Et le privé, il est aussi dans une capacité d'ouvrir son réseau. Et son réseau, c'est quoi le réseau ? C'est faire rencontrer des personnes auxquelles on n'avait pas pensé, peut-être des réseaux de coopération transversale. C'est un acteur d'un bassin de vie qui existe, et puis on se dit tiens, il faudrait que vous mettiez en relation parce qu'ils font du logement, super, ça c'est un exemple. Ou ça peut être un autre partenaire financier qui se rajoute à son soutien, et ça, j'ai envie de dire avec beaucoup d'humilité, je n'aime pas parler d'argent, mais je pense que l'argent c'est le moteur de la réussite des associations, à travers effectivement des moyens qu'ils mettront, et là je vais mettre en exergue la communication. La communication, on n'a pas toujours des pro bono d'agences de communication qui vont dire je vais vous faire votre com. C'est des gens qu'il faut payer. Et du coup, tout l'objectif qui était de trouver de l'argent pour servir les femmes, à un moment donné, dans votre tête et dans votre changement d'échelle, vous devez vous dire ok, ça c'est important, mais il y a quand même la communication qui permet de mieux vous faire connaître auprès des gens qui ont envie de vous soutenir dans l'action d'entreprise ou dans le particulier qui a envie effectivement de faire connaissance avec vous. Voilà. Donc pour moi, les évolutions et la présence de la communication dans la création d'une association, c'est pas négligeable. La communication n'est pas quelque chose de, on va dire, d'accessoire. Nous, on a fait l'erreur. J'ai envie de vous le dire parce qu'on a mis du temps à comprendre que la communication était importante. Oui, mais c'est parce que vous avez priorisé aussi l'action et votre engagement auprès des femmes, ce que on ne peut pas vous le reprocher. Non, mais je pense que j'ai envie de donner ce conseil-là à des associations qui aujourd'hui se créent. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire en premier ? D'abord, gardez vos valeurs, parce que on va chercher à vous les détruire tout le temps, en disant, mais non, ça ne nous arrange pas que vous pensiez comme ça. Si c'est vos valeurs intrinsèques et qui font partie de votre personnalité, parce qu'en tant que porteur de projet, vous devez incarner les choses, il y a aussi cet enjeu de communication où il faut franchir le pas en se disant, c'est pas votre truc, la communication, mais il faut le faire, il faut l'incarner, parce que ce que vous faites va représenter un exemple, mais aussi une solution. C'est pour moi, l'idée c'est d'apporter des solutions et pas d'être dans, on va dire, voilà ce qui n'a pas marché. Je veux dire, à chaque
chose qui aurait pu ne pas marcher, on a trouvé une solution. Voilà ce que je veux dire. C'est ça notre autonomie aussi. Et la communication sert évidemment aussi à sensibiliser le grand public sur un sujet qui est encore très tabou et qui a encore besoin d'être déconstruit. D'être déconstruit, tout à fait. Donc, non, la communication, c'est vrai, est importante. Est-ce que vous pouvez me dire en termes d'évolution, qu'est-ce que vous projetez un peu sur les prochaines années, ce que vous souhaitez mettre en place ? Alors, en termes d'évolution, évidemment, on se disait d'abord de ce constat de 51 départements desservis, enfin, en tout cas, ces femmes viennent de ces départements-là. Qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, on a eu la chance quand même d'avoir assez rapidement des demandes locales de gens qui nous disaient, voilà, on n'a rien chez nous, est-ce que vous ne voulez pas faire une organisation comme la vôtre, mais chez nous, de proximité, etc. Première question, c'est effectivement la proximité doit être privilégiée. La deuxième, c'est des porteurs de projets locaux. C'est important parce qu'on ne va pas arriver dans une zone en disant coucou, on est des Parisiens, Yvelines et on s'installe chez vous. L'idée, c'était de dire on est une forme d'organisation qui va convenir en fait au territoire sur lequel vous souhaitez que l'on s'installe. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que c'est pas les zones urbaines que l'on voulait privilégier, c'est les zones rurales. Pourquoi ? Parce que les femmes que nous recevons ici viennent de zones rurales. Et combien de temps elles ont mis pour sortir et libérer leurs paroles ? C'est 10, 15, 20 ans. On leur reproche, d'ailleurs, quand elles déposent plainte, au bout de 20 ans, on leur dit « Mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps ?» C'est juste parce qu'elles n'en avaient pas les moyens et qu'elles n'étaient pas dans un environnement qui favorisait la libération de la parole. Donc pour nous, on a vraiment un objectif, positionnement face à un porteur de projet qui nous dit « J'ai envie, je vais faire tout pour que on organise sur mon territoire votre modèle ». Et la deuxième, c'est privilégions les zones rurales, parce que dans les zones rurales, il n'y a vraiment rien, il y a manque de professionnels de santé, qui sont nos acteurs principaux dans notre dispositif. Donc la désertification de la médecine n'est pas favorable à ces zones rurales. Les zones blanches, vous savez, celles où on ne communique pas, où on n'a pas le téléphone qui capte, alors qu'en fait la justice vous dit aujourd'hui, vous parle du téléphone grave danger, vous savez, le téléphone grave danger. Comment on peut parler à des gens de zones rurales d'un téléphone grave danger qui risque de ne pas marcher ? Donc on est dans une problématique, on a envie de se dire, et on a réalisé dans cet essaimage, puisqu'on est sur deux territoires différents, pour l'instant ils ont construit sur un troisième territoire, les deux premiers territoires c'était la Haute-Savoie et la Corse du Sud. C'est toujours des zones rurales, il y a toujours un porteur de projet local, très différent. Pour la Haute-Savoie, c'était un parent d'élève, qui nous contacte et qui dit voilà, j'ai des enfants. Moi, je suis dans un conseil de classe où on voit que l'enfant, il est stigmatisé, il travaille pas bien, on comprend pas pourquoi il n'apprend pas ses leçons, mais on n'a pas pris en considération qu'il est peut-être dans une famille avec des violences intrafamiliales. Donc, il disait moi, j'ai besoin d'œuvrer. Donc, il était rentré par la version je veux quelque chose pour les enfants et je l'ai amené. Et il a compris complètement le dispositif à une vision beaucoup plus globale, systémique, puisqu'on revient à ce terme, qui est de dire, ok, on va avoir un focus sur les enfants, mais nécessairement, on captera l'intrafamilial. L'autre chose qui me paraît très important quand on parle des zones rurales, pour avoir maintenant ouvert sur deux zones rurales très différentes. L'une, vous êtes dans une ville comme Évian, qui est effectivement au milieu d'une zone rurale. Alors ça aussi, quand vous voulez qualifier Évian de zone rurale, on vous dira mais non, c'est Évian, une grande ville. Non, c'est pas Évian qui doit être qualifié de zone rurale, c'est la zone dans laquelle une grande ville peut être installée. Une grande ville taille moyenne est installée, mais elle va rayonner sur énormément de zones rurales. Je pense Chamonix, enfin je ne vous citerai pas toutes les villes autour d'Évian. Là, se pose un problème dans cette vision, on va dire, très particulière, c'est la zone frontalière avec la Suisse. Vous avez un lac et en face, vous avez la Suisse. Là, c'est un vrai problème parce que d'abord, vous avez des habitants qui habitent côté français et qui vont travailler en Suisse. Avec une peut-être précarité professionnelle, parce que a priori les cessations, l'emploi quand même reste assez précaire. Donc vous avez une problématique qui s'inscrit dans une zone rurale particulière. Il y a beaucoup de montagnes, il n'y a pas de connexion, dans beaucoup même à Évian, une fois sur deux, on n'a pas le téléphone. Et il y a cette zone rurale, c'est une nouvelle particularité. Vous allez dans une zone rurale comme la Corse. Je n'ai pas besoin de vous décrire, c'est une île. Tout se sait.
Donc il faut peut-être plus de moyens de protection. Une vraie connaissance pour le coup, des problématiques vraie connaissance. Et puis dans les deux cas, une mise à disposition de la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire la mobilité ? C'est arriver à permettre à des gens qui n'ont ni voiture, ni en dépendance financière totale, parce que si c'est un agriculteur qui tient sa femme chez lui, qui a bien son métier, mais qui n'est pas payé, elle a une incapacité à être autonome. Donc le point mobilité, pour nous, il est très important. C'est comment on construit avec les politiques territoriales quelque chose qui va amener le politique aussi à rentrer dans le jeu. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu mets comme moyen ? Coopération là, pour mettre en place ce type de projet, et encore davantage dans ces zones effectivement atypiques, avec leurs particularités de territoire. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on parle de challenge, mais il est énorme. Puis on va amener aussi à d'autres méthodes, parce que il y a des métiers dans cette pluridisciplinarité qui vont être complétés. Vous avez l'accueil de l'infirmière, puis vous avez les psychologues qui prennent à un moment donné en charge. Mais c'est elles qui vont créer le lien entre premier accueil et la judiciarisation, s'il y avait, pour la tenir, parce qu'on a besoin qu'une victime puisse, face à un juge, pouvoir être dans un état psychique fort. Donc, on pense que c'est une consultation, voire d'autres consultations qui pourront se faire à distance. C'est-à-dire que la première accueil va être tout le temps physique, on le veut, parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent au moment du premier accueil, mais vous allez avoir une autre étape qui va pérenniser dans le temps, qui va pouvoir s'installer avec des projets plus dans le numérique. C'est intéressant, parce que ça peut peut-être faciliter. Est-ce que ça peut pas faciliter la démarche des femmes ? Parce que je vous ai quand même expliqué qu'il y a un problème de connexion. Il y a encore trop de zones blanches. Si on nous écoute et que des personnes voudraient répondre à certains besoins que vous pouvez avoir en ce moment. Alors, si on me permet de parler des besoins, évidemment, on pense tout de suite aux besoins financiers. Évidemment, j'interpellerai des entreprises, mais aussi du public qui nous écouterait et qui entendrait cette cause comme nécessaire à porter, à défendre. On a toujours besoin de moyens financiers. Je l'ai un peu expliqué dans tous les coûts et la gratuité que l'on veut volontairement. Le besoin, pour moi, il va être aussi philosophique. C'est que j'ai envie vraiment qu'on reste dans le positif. C'est un sujet dramatique. Et là je serai dans le négatif, mais je pense que notre engagement est tellement fort dans la recherche de solutions que je voudrais juste être positive. C'est faisons et agissons ensemble, et plus on est nombreux, plus on va rendre ce problème tout petit dans une société où il n'y aura plus que quelques auteurs ou quelques autrices, parce qu'on va être à ce moment-là dans pas la qualification des gens, minoritaires, et agir. Je pense que c'est ça que j'aimerais ancrer dans tout projet à son sens, quel que soit l'objet. Quand on est sur un domaine de l'humain, il faut être un peu plus, on va dire, attentif au fait qu'on est en interaction humaine et pas simplement et que c'est un enjeu, un vrai enjeu, et que le positif, c'est que plus on est nombreux, plus on réussira à peut-être rendre ce monde meilleur. Et là, je le mettrai en parallèle avec, par exemple, l'écologie. Aujourd'hui, si on devait détacher la problématique des violences de l'écologie, on se tromperait. Parce que des acteurs, par exemple, comme la population des femmes, qui pourraient être abîmés par la vie, ne pourraient pas agir correctement sur l'écologie. Donc, restons dans une logique où rien ne doit être laissé au hasard, et quelle que soit la cause. Non, c'est vrai. C'est un beau message. Non, mais ça a beaucoup de sens. Vous pensez pas ? Mais si, complètement. C'est sur cette approche cette approche systémique que vous évoquez. Systémique et aussi, tout est très lié. Donc finalement, Et je pense que dès qu'on réfléchit par principe de spécialité, je vais m'occuper de l'écologie. Mais les violences faites aux femmes, c'est autre chose. Ça, c'est un autre sujet. Non. Une société qui est composée à moitié de femmes et d'hommes, à part pratiquement égale, comment vous pouvez éliminer la moitié de la population de cette terre sans qui n'agirait pas sur un autre problème. Et tout ça, c'est imbriqué. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Et on vous souhaite encore de belles réussites pour ce projet. Et puis on vous remercie surtout pour votre témoignage. Merci Frédérique. Merci. À très bientôt. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Frédérique Martz pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont
l'importance de la pluridisciplinarité dans la prise en charge des victimes de violences, garder ses valeurs intrinsèques en tant que porteur de projet, l'ouverture du réseau par l'intermédiaire des financeurs privés et l'importance des enjeux de communication pour la réussite d'un projet. Cette présentation de Women Safe and Children est en 2 épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogee-ess.org. À très bientôt.